Parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue à Parents et amis. Nous allons aujourd'hui parler de quelque chose d'actualité. C'est toujours un petit peu de l'actualité. On n'est pas dans l'actualité brûlante, mais on a toujours un plaisir à toucher à quelque chose qui importe et qui touche les gens. C'est l'heure de faire un bilan de la saison estivale 2021. On arrive au mois de septembre. Alors, il y a plein de choses qu'on va regarder, mais particulièrement cette fois-ci, le plein air, les activités extérieures, la chasse, la pêche. Au début de la saison, au tout début de la saison, avec Julien Cabana du Journal de Québec, on a regardé la situation, on a parlé beaucoup de 2020, mais là, on va voir comment ça s'est passé printemps, été 2021. Est-ce qu'on a appris? Est-ce que ça a mieux été? Monsieur Cabana, bonjour. Bonjour, mon ami. Content qu'on puisse faire un genre de mise à jour parce que j'ai vu pas mal de monde sortir, j'ai vu bien des gens aller s'équiper encore. Puis j'espérais, puis je pense qu'on s'est amélioré, que ça soit un peu moins fou de l'année passée. Écoute, les gens ont fini, c'est parce que l'affluence de l'année dernière, ça a surpris tout le monde. Faut être honnête, là. Oui. Écoute, t'as pas écrit dans le grand livre, hein? Mais non, c'est ça. C'est avec les pourvoyeurs, les parcs, les réserves, les campings, tout le monde est arrivé. Ils ont vu arriver un flot de gens comme ça. Pris d'assaut complètement. C'est ça, puis ils n'étaient pas prêts. Alors, en 2021, la vague s'était préparée parce que d'abord, il y avait beaucoup de réservations faites à l'avance. Donc, les gens avaient déjà un portrait de leur saison et ils avaient prévu le coup, les infrastructures étaient mieux organisées. Ça a vraiment été mieux, par exemple. Je veux dire, on a voyagé à beaucoup d'endroits, là, c'est tout l'été, puis il y a vraiment eu un gros effort de fait. L'accueil était meilleur, les gens étaient prêts. Les pourvoyeurs n'étaient pas surpris, exemple, de voir qu'en pleine semaine, d'habitude, il y a 20% de taux d'occupation. Là, il y en avait 80, 90. Ils s'attendaient à ça, donc. Ils s'attendaient à ça parce qu'ils ont vécu 2020, donc en 2021. Puis comme je te disais tantôt, les réservations étaient là. Présentement, au moment où on se parle, en passant, l'île Anticosti, ils sont en train de vendre 2022. Oh, OK, c'est plein au bouchon. C'est plein au bouchon. Puis on parle de villégiature. Là, on parle de villégiature qui avait fonctionné à peu près à, je te dirais, à 40% de taux d'occupation. Avec la pandémie, ça a monté à 100%. Et là, ça boucle 2022. Pendant que tu parles de l'île Anticosti, je vais prendre la balle au bon. Est-ce qu'il y a des gens qui vont là, Julien, puis uniquement pour se promener, pas de pêche, pas de chasse, juste aller se promener? Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les villégiateurs, oui. OK. Parce que ça, on pourrait faire une émission là-dessus, un podcast là-dessus. Écoute, il y a tellement de sites à l'île. Il faut penser, moi je dis toujours, puis je ne veux pas trop partir, mais on va revenir à nos choses. Mais je te dis une chose. C'est un continent dans un continent. Pour moi, l'île Anticosti, c'est un continent à l'intérieur du continent québécois. C'est une île qui est sortie du fond de l'océan par les plaques tectoniques. Donc, elle est pleine, juste au sol, tu te promènes. C'est plein de vestiges, de troglodytes, puis toutes sortes. En fait, tu ramasses ça, là, tu ramasses des T'es ailleurs, dans le fond, c'est ça que tu dis. T'es ailleurs, c'est ça. Puis, tu sais, les Vikings ont été là, t'as des cimetières vikings, t'as toutes sortes d'histoires, t'as les grottes de la rivière Patate, t'as la chute boréale, Quand les gens qui nous disent Anticosti, c'est juste des chevreuils, ben, non. C'est ça que t'en vois, tu sais. Ben oui. Il y a l'histoire aussi d'Henri Meunier. Tu sais qu'Henri Meunier, on fait ça vite, mais Henri Meunier, à l'époque où il était là, avait instauré déjà un régime d'assurance maladie, qu'il avait sa propre monnaie, qu'il avait des pensionnats pour les élèves, qu'il y avait des familles qui logeaient aux rivières, qui passaient... C'était un moderne pour son époque, là. C'était un homme très moderne, puis c'est grâce à lui qu'on a ça aujourd'hui. Mais on va avoir lâché Anticosti, puisqu'on va en parler. Oui, on va en parler, mais c'est parfait. Mais c'est ça, le podcast, on peut tirer partout, puis moi, je suis un expert de... Tu sais, j'invite les gens, il faut que les gens y aillent à Anticosti. Mais c'est-tu hors de prix? C'est-tu comme à la Paris? Non. Parce qu'on ne sait pas comment ça coûte, là. Écoute, c'est à peu près 1500$, 1500$ pour un forfait incluant l'avion, le camion et le chalet. Pour une semaine? Oui, pour du KSF. En fait, c'est 5 jours de la semaine. J'allais dire, c'est pas une affaire que tu fais à chaque année, mais il y en a qui doivent le faire. Il y en a qui doivent à tous les années, 2 fois par année. C'est ça, c'est récurrent. Moi, le premier, là, je vais partir bientôt pour la chasse, première période. Puis la deuxième, je la fais fin novembre, début décembre. Anticosti. Toujours. J'aime autant, puis quand je vais rester mon métier, je vais toujours m'en garder des sous pour aller faire ça, parce que moi, il y a 2 endroits dans ma vie que j'ai adoré, que j'adore encore. C'est la Rivière-Georges, dans le nord québécois. OK. Et Anticosti. OK. Ça, pour incontournable moi, pour toi. Incontournable. C'est 2 mondes à part. Je suis content de l'entendre parce qu'il n'y a pas grand place où tu n'es pas allé, là. Non, j'en ai vu des places, mais ça, c'est... OK. C'est fabuleux, les deux. La fameuse checklist, là, on pourrait mettre Anticosti là-dessus, parce que... Oui. Anticosti, c'est en haut, là, avec la Rivière-Georges. C'est pas mal dans le haut de la checklist. Écoute, Anticosti, pour ton information, mon fils a 42 ans. La première fois que je suis allé... Tu l'as eu jeune? Il était pas au monde. Ça fait 45 ans cette année que je vais aller à l'Anticosti 2 à 3 fois par année.
Ils bâtissent. C'est pour te donner l'idée là, que j'adore ça. Puis je suis allé avec les enfants jeunes. La Personne ne famille, te force d'y retourner. Ça veut dire non, que non, c'est non, quelque chose. c'est une maladie, oui. Je m'assieds sur le bord de l'océan, je vois des choses. Oui, il y a des chevreuils, il y a tellement de décors, tu sais. Mais ils vendent en bâtisse quand tu es en mer demain. Oui, puis tu vois des vestiges, tu vois des bateaux qui ont été... Il y a eu au-delà de 1000 naufrages à l'île. Fait que tu vois des bateaux sur le bord, tu vois des embarcations, tu te promènes, tu ramasses, hein. Il y a de l'histoire, là, les vieux forts avec les familles qui ont vécu là, qui sont enterrés à côté, des cimetières de naufragés, aucun nom. C'est marqué naufrage telle année, en 1700 ou 1800, 1900, c'est ça. Puis hop, il n'y a pas de nom. Là. C'est 9 naufragés. Il y en a trop. Probablement qu'il y en a eu trop. Non, mais c'est parce qu'il ne savait pas. Là, il ne savait pas d'où il arrivait. Non. Puis... Il trouvait, excusez l'expression là, pour les gens, mais il trouvait mort sur le bord de l'eau. Il savait que c'était un naufrage. Il n'y avait aucun papier, ça, qui les enterrait par respect d'une certaine façon, oui. Je pourrais te conter l'histoire d'Olivier Gamache, je pourrais te conter bien des choses. Ah, d'accord. On a l'intention d'en faire une coupe par année, fait qu'on devrait se toucher à ça. Je voulais revenir sur un élément plus large que juste la chasse, la pêche puis le loisir comme tel. C'est que la crise sanitaire nous a démontré une affaire, c'est que sortir dehors, dans le fond, ça a été bénéfique pour bien du monde. Forcé de sortir dehors au départ, parce qu'on était pogné avec le masque, il fallait rester en dedans ou aller dehors. Ça a amené, on dit, pour plein d'activités extérieures, un renouveau. Puis je jasais avec des gens, mon chum Dan Pou, avec qui j'ai travaillé longtemps en radio, il est rendu directeur au Lac-Saint-Joseph, au golf. Il dit, Gilles, nous autres, quand je jase avec les membres, le golf, ça a été sauvé par la pandémie. Oui. C'était en descente épouvantable, puis ça a remonté parce que les gens... Fait que tu sais, c'est un élément, le golf, le vélo. Là, on est rendu qu'il y a des vélos électriques, semi-électriques, double électriques, des petites piles, tu sais, c'est des vélos de montagne, puis il en manque partout. Fait que, tu sais, c'est long. On parle de vélo. On parle là de golf. Après ça, les randonnées, le VR. Tu m'as parlé de VTT, tu as dit ça à la fois des furieuses. La pêche, les excursions dans le bois. Fait que finalement, on s'est réapproprié une des plus grandes forces du Québec. Faut jamais oublier ça. Quand tu vas en Europe, les gens, hey, les espaces, vous autres, les Québécois. Mais quand t'es dedans, on dirait que tu le vois plus. Non, beaucoup de gens au Québec, je faisais toujours rire des chums en voyage. Il y a beaucoup de gens au Québec qui ne savaient même pas. Ils vont savoir, excusez, mais à Paris, ils vont savoir à quel poteau à Paris le chien de Napoléon a pissé. Mais ils ne connaissent pas le Québec, ils ne connaissent pas leur forêt, ils ne connaissent pas leur nature. Fait que là, ils n'ont pas eu le choix. Les gens, ils étaient comme encarcanés. Ils ont dit, qu'est-ce que je fais? Là, ça s'est mis à fouiller. La promotion a été bien faite. Et là, les gens ont découvert qu'ils pouvaient aller sur la Côte-Nord, trouver des plages, monter à Natashquan, voir des choses. Hein. Je connais des endroits en Haute-Bécomo, moi, là, les îlets Caribou, il y a un camping là qui est merveilleux. Il y a bien une usine de fabrication avec des... pour un médicament, je ne me rappelle plus le nom du médicament, mais c'est encore tout là, les vestiges. Les gens ne savaient pas ça. Là, les gens ne savaient pas qu'il y avait tout ça. Là. Mais tu sais, moi, la pandémie, j'ai adoré ça pour ça. OK, je comprends. Les gens, ils ont dit, ben là, j'ai dit aux gens, les gens me parlaient, m'écrivaient. C'est qu'on va faire quasiment, hein? Ben oui, je disais, ben écoutez, là, vous avez le Québec, là, vous avez ça. Et comme tu dis si bien, simplement aller en nature. Il y a des gens qui ont découvert ça. Moi, je dis toujours, Gilles, une chose, si tous les Québécois devaient passer une semaine par année en nature, ils se vendraient beaucoup moins de médicaments pour les dépressions, puis les ci, puis les ça, parce que les gens se ressourcent bien la nature. Je viens de préparer un cahier de chasse avec le petit gibier comme thématique. Il n'y a rien de plus beau que l'automne dans la forêt. Ah, c'est beau. Les odeurs, les couleurs, il n'y a pas de pression, tu vois des animaux, tu vois des oiseaux, tu vois des choses. Le fait que les arbres sont défeuillés, tu es capable de voir au loin la faune. Puis souvent, tu vas tomber sur des orignaux ou des chevreuils, tu vois des choses. Fait que, les gens ont découvert ça. As-tu, vu que tu connais beaucoup de monde, j'ai l'impression que c'est à toi qu'il faut que je pose la question. As-tu des gens qui ont résisté? Je vais t'expliquer à résister à quoi. Il y a tellement de technologies. Moi, j'ai vu des camps de pêche avec des coupoles, des antennes pour avoir le cellulaire. Il y en a. C'est correct. Moi, je juge pas ça, mais je me dis, il doit y avoir des vrais de vrais qui disent non. Quand je vais dans le bois, sacrément patience, je suis pas joignable, sinon urgence. Puis je veux pas de technologie, je vais avoir la grosse C de paix. Est-ce qu'il y en a qui résistent? Oh, il y en a encore. Moi, le premier, je viens de vendre le camp de pêche qu'on avait depuis 35 ans. Nous, où? Dans quel coin? J'étais sur la Côte-Nord, au sud-ouest de Manic 5. Puis écoute, nous, tout ce qu'on avait qui nous rattachait à la société, deux choses. Un radio, téléphone pour l'hydravion, pour en cas de besoin, en cas de secours. Et l'autre, c'était un téléphone satellitaire qui était placé au bord du lac. Mais on n'avait pas de télévision. En cas d'urgence, c'est ça? En cas d'urgence. Okay. Pour le reste, on n'avait rien, là. Fait que quand on débarquait là, c'était la paix. On disait, oh gars, tu me débarques jeudi, tu reviens jeudi prochain. Salut. Bye. À l'intérieur, on était très bien organisé. On était propane, électricité. J'avais même un lave-vaisselle sur place. J'avais tout monté mes affaires. Au solaire, ben, t'étais... Non, tout avec la génératrice, le micro-ondes, tout ça.
fumoir à poisson, séchoir pour les vêtements. Je vais tout installer ça. Fait que quand on était là, le temps passait, puis les gens, ils s'apercevaient. J'ai passé 5 jours, pas de téléphone, pas de télévision, pas d'Internet. Sur le corps, sur le body, là, Ben ça oui. fait du repos, ça. Les gars sortaient de là, puis je leur ai dit aux gars, je disais, quand vous allez sortir, vous allez faire un saut. Parce que quand on vit un bout de temps comme ça, quand on revient dans la civilisation, c'est qui se fout là en auto? Puis, on sort sur la route, on est tous nerveux, on va passer des autos. Mais c'est ça, je veux dire, la nature, oui. Et en 2021, avec la pandémie, étant donné que les gens ont été forcés, et ça les a amenés à découvrir. Hey, sais-tu que c'est beau au Québec, c'est beau chez nous? Il y a beaucoup de services qui n'étaient pas connus, comme les pourvoiries, c'était pas connu. Les réserves phoniques, c'était connu. Bon, c'est une place de chasse. Mais en réalité, c'est pas ça, c'est du Il y a beaucoup de plein air. sentiers pédestres. Ben oui, écoute, il y a des... Saint-Maurice, il y a des sentiers. Il y a le rocher Steamboat qui ressemble à des bateaux à vapeur qui se promènent sur le Mississippi, tu sais. Et c'est un sentier, tu vas là, c'est beau, il y a des chutes, il y a toutes sortes de choses. Moi, ce que j'ai apprécié, parce que j'ai pas fait le tour, là, mais nous autres, on a une famille où on a un camp de pêche dans la réserve Port-Neuf, tout ça, mais ce que j'ai noté en me promenant, parce que je me suis promené réserve, la vallée de la Jacques-Cartier, tout ça, peut-être que c'était là, puis que je l'avais pas noté, probablement comme bien d'autres Québécois, Julien, qui n'avaient pas fait cette démarche-là. Je me suis rendu compte que l'idée que j'avais, ben là, je peux pas m'acheter un canot, m'acheter un moteur, m'acheter ci, m'acheter ça, m'acheter un kayak, mais là, il y a bien des places où il est loup. Parce que, mais tu sais, ils sont mieux organisés. Pire que ça, tu sais, les mini-chalets, les tentes. J'ai eu beaucoup d'articles dans le Journal de Québec là-dessus, les tentes, les mini-tentes. C'est ça. Fait que là, aujourd'hui, tu peux, quand tu regardes comme il faut, puis avec Internet, c'est assez simple, là, tu n'es pas obligé de t'équiper en fou avec le trailer, puis ça te coûte 50 000. Tu peux dire, je fais une fin de semaine avec des chums, avec ma femme, les enfants. On va avoir ils vont nous louer des canots, ils vont nous louer des kayaks. Et si j'ai besoin d'un moteur, ils vont me le prêter. Écoute, présentement, là, L'organisation est bonne. En forêt, là, pourvoirie, réserve phonique, ZEC même, au chalet, tu as à la porte des kayaks, des canots qui sont là. Tu peux avoir des pédalos à certains endroits. Tu peux avoir des planches à pagaie. C'est là. C'est libre. Tu arrives, tu loues un chalet avec ta famille. Bon, aujourd'hui, on s'amuse sur l'eau, tu sais. Il y a même des jeux d'eau à des endroits et des glissades dans l'eau avec des plages surveillées. Tout ça, c'est pas juste un endroit où tu es isolé, puis tu regardes le temps, tu vas prendre du poisson, tu pognes du poisson. Non, c'est vraiment la nature. Ça s'est éclaté quand même, comme offre. Ça s'est éclaté, et de beaucoup, parce qu'il est apparu sur le marché. Oui, il y avait des excursions de chasse-pêche qu'on connaît, mais il est apparu ce qui est appelé le plan familial. Là, ils ont dit... Tu sais, ce qui arrivait, c'est qu'au printemps, les pêcheurs, les vrais mordus, remplissaient les camps. Puis après ça, ça tombait. Et là, il y a un gars qui s'appelle Pierre Pitt, qui est retraité aujourd'hui, qui travaillait à CEPAC, qui a créé le plan familial. Dans sa réserve, la véranderie. Ça voulait dire que pour un prix X, tu avais le père, la mère, 2 enfants, tu avais toutes sortes de services, de jeux, de canaux, tout ça. Il a ouvert le marché. Puis là, ça s'est multiplié partout. Tout le monde a fait ça. Moi, je suis allé à Mont-Vallée cette année. T'avais un tipi, t'avais des jeux pour enfants, t'avais une trampoline, t'avais ça. Il y avait du monde, ça marche-tu? Ben oui, c'est plein. T'es à 110 km en forêt. Quand même. Puis tu trouves ça, là. Tu sais, je veux dire, regarde, moi, je veux dire, les gens étaient là, il y avait des jeunes, il y avait des plus jeunes, des moins jeunes, puis ça s'amusait, puis ça avait un ponton, puis tout le monde allait pêcher sur le ponton, puis tu sais, je veux dire, t'es perdu, là. L'autre affaire qu'il faut additionner à ça, tant qu'à dire les choses qu'on vit, c'est que c'est comme la poule puis l'œuf. Le fait qu'il y a de l'intérêt, ce que je remarque, c'est qu'on va bien mieux racler les chemins. Fait que il y a des gens qui me disent, moi, je monte avec mon char, mon Toyota Corolla, puis je me rends à mon chalet à cette heure. Avant, ça me prenait un camion, l'appel dans le coffre, le râteau, parce qu'on restait pris une fois sur 2. On est ailleurs, là. On est complètement ailleurs, puis ça, t'as parfaitement raison. C'est que les gens... L'accès est de beaucoup meilleur parce que les fournisseurs de services, quels qu'ils soient, ont compris. Si je veux avoir une clientèle, je vais lui donner des services. Donc, une route qui est carrossable. Moi, ça fait des années que j'ai un véhicule 4 roues motrices. Je ne suis pas un client normal. Moi, c'est mon travail. Oh oui. Tu sais, puis je roule avec ça, mais je vois très bien où je vais. Encore là, j'arrive à la réserve de la véranderie, il y avait un camping. Les gens étaient installés avec une voiture ordinaire, comme monsieur et madame tout le monde, oh oui. avec une belle tente montée, il y avait une tente cuisine à côté, puis ils pêchaient en avant. Puis, tu sais, c'était pas un camion, une camionnette de 6 pieds de haut, puis tout ça, là. C'est un véhicule parfaitement normal, puis les routes sont belles. C'est l'orgueil des gens, même. Oui, effectivement. Je veux qu'on aille sur le qualitatif un peu, parce que l'an passé, une des choses, au printemps, on a parlé du résumé de 2020. Là, on compare ces 2 années de pandémie. Dans le fond, on pensait que ça durait 1 an, mais c'est pas fini, là, complètement. Ça s'est amélioré, mais c'est pas fini. Est-ce que
dans la façon de se comporter, les gens étaient mieux parce qu'il y a eu beaucoup de débordements l'année passée. On a parlé évidemment de la Gaspésie, où le monde n'était pas habitué, ils sont embarqués avec le char sur la grève, ça a fait capoter tout le monde. J'imagine qu'on s'est un peu amélioré. Oui, parce que, écoute, ça, c'était pas parce que c'était des gens qui avaient une méconnaissance du milieu naturel souvent. Ils arrivaient de grandes villes comme Montréal ou ailleurs. Là, pour eux autres, ils regardaient la grève, ils disaient, tiens, je vais aller me stationner là. Le plus proche possible. C'était normal. Pour eux autres, c'était comme normal, mais ils ne réfléchissaient pas au fait que, bon, tu roules sur des terrains où tu peux détruire des choses, ça. C'était pas par mauvaise volonté, il y avait manque d'informations. Là, les gens ont diffusé beaucoup d'informations. Ça s'est amélioré énormément. Mais tu sais, j'ai vu encore dernièrement, la dame à part de Montréal, elle s'en va dans la réserve de la Vérandrie. Elle arrive là, puis elle demande à la fille à l'accueil, est-ce qu'il me reste encore beaucoup de kilomètres? La fille a dit, ben non, c'est à côté, avez-vous peur de manquer d'essence? Elle dit, non, j'ai un auto électrique. Elle dit, vous avez une borne? Ben non, la fille a dit, madame, il n'y a pas d'électricité ici, il n'y en a pas d'électricité. Ouais. Comment ça, il n'y a pas d'électricité? Ben, c'est ce qu'il dit, madame, vous êtes en forêt, tu sais. C'est la méconnaissance, fait que la madame a fallu qu'elle revienne. Elle a refait 30 km, elle est allée charger sa voiture, elle est revenue. Là, elle portait plainte, tout ça. Ben voyons, c'est pas une porter plainte, voyons. Oui, mais c'est une méconnaissance des choses. Hein. Les gens, il faut qu'ils s'ouvrent un peu. Quand tu vis dans une grande ville, Montréal, Québec, Trois-Rivières, n'importe quoi, là, tu as beaucoup de services, mais quand tu sors un peu, tu le fais. Là. Quand tu sors des villes, là, tu tapes 300 km, il n'y a pas un chat sur la route, là. Tu vois une maison de temps en temps, mais tu sais, les services sont pas Julien, disponibles. c'est drôle, tu me fais penser à quoi que j'ai vécu cet été avec la famille. Je disais à la blague à mes amis, j'ai dit, c'était pas sur ma checklist, mais ça aurait dû l'être. J'ai fait l'Ouest canadien, Jasper. On a volé jusqu'à Calgary, puis là, on a pris un VR. Ça, c'est une autre affaire, je voulais essayer, un VR pendant 2 semaines. Puis on a fait vraiment Banff, Jasper. Puis ce que j'ai noté sur ce que tu viens de dire, c'est que à un moment donné, t'arrives, puis là, t'as un petit village, mettons, avec une essencerie qui est là, puis tout. Puis là, tout de suite après, il y a une pancarte qui dit 90 km avant la prochaine fois que tu peux t'inquiéter. Oh! On l'a peut-être au Québec, je le vois moins, là, mais ça, je l'ai vu là-bas. Ça existe, ça existe, OK. Fait que ça, tu dis, là, est-ce que je suis correct? Parce que il y en a qui ont l'habitude de se rendre à eux tout le temps. Mais là, à un moment donné... Non, mais c'est ça, tu sais, c'est que les gens ont été obligés, par la force des choses, de comprendre que lorsque tu quittes la ville, il faut que tu prévoies certaines choses. Un peu plus, ouais. Un peu plus. Tu sais, un auto électrique qui a une autonomie de, mettons, 400 km. Si tu pars de Québec puis tu veux aller à Sept-Îles... tu vas pas aller-retour, là. Tu fais pas ça aller-retour, là. Tu sais, il faut que tu arrêtes à un moment donné pour... Puis si tu pars de Montréal, ben là, c'est encore pire. Mais les gens, ils n'ont pas la notion. J'étais à la pêche avec une dame qui avait acheté un voyage à Lancan, au profit de la Fondation de la Faune. Ben, elle dit, toutes les chars vont être électriques bientôt. Il n'y aura plus de chars à gaz au Québec. J'ai dit, madame, c'est parce qu'en forêt, comme vous êtes ici, là, on fait quoi? Vous êtes arrivé? Avez-vous vu des bornes de recharge? Vous êtes en forêt, là? Ils risquent de mettre des bornes à Sherbrooke avant d'en mettre dans le bois. C'est ça, tu sais. Écoute, là, il y a un projet qui veut se faire de mettre des bornes électriques dans un réseau de quad, là. Ouais. Mais là, j'attends des nouvelles de ça, parce que moi, je trouve que c'est irréalisable, là, mais écoute, c'est peut-être trop vite. Peut-être qu'un jour, on va arriver là avec les piles. Écoute, c'est dans le secteur de Dolbeau-Mistassini, en haut de l'arrivée Mistassini, tout ça, il n'y a rien. Il n'y a pas d'habitation. Comment tu fais pour rendre l'électricité là? Comment tu fais pour rentabiliser ça? C'est possible, tu sais. C'est parce que là, les gens rêvent. Bon, les motoneiges électriques, excuse-moi, mais les motoneiges électriques, tu n'auras pas de performance, ça ne tiendra pas le marché. Tu sais, ça va faire un petit bout, mais tu n'en as pas de performance. Parce que les ingénieurs qui fabriquent ces véhicules-là, comme les quads électriques, ils disent, l'électricité, performance, c'est pas encore au point. Tu sais, t'es limité. Là. Si tu as un motoneige dans la réserve de Laurentides, ta motoneige a 180 km d'autonomie, là. Tu vas à l'étape. C'est stressant en baptême. C'est ça, puis il ne faut pas qu'il fasse froid. Il ne faut pas que les conditions de neige soient difficiles pour dépenser, puis tout. Tu es limité, là. Tu es sur sa ligne, tu es à 145 km. Tu sais, mais c'est intéressant parce que là, tu m'amènes à parler un peu des changements climatiques, puis on sait que c'est important, puis il n'y a personne qui doute, à part quelques têtes froides qui vont dire « Ah, ben c'est pas ça ». C'est sûr que si on regarde sur des millénaires, on va se rendre compte qu'il y a eu des périodes comme ça. Mais si on regarde ça sur des centaines d'années, là, on voit bien l'accélération. Mais le point qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est parfait. On va électrifier de plus en plus. L'énergie solaire, de plus en plus, on le voit, ça se fait. Il y a eu comment on appelle les grandes pales, les éoliennes, tout ça. Mais ça ne pourra pas être 100% de la solution sur tout. On va s'améliorer, à mon avis. Je pense que tu es d'accord avec ça. Par contre, on n'est pas obligé de faire du mur à mur là-dessus. Non, parce que tu peux pas le faire. Écoute, le solaire,
Moi, j'ai vu, quand on a commencé à avoir du solaire dans les camps de pêche, Ça, il y en a de plus en plus. c'était très limité. C'était un petit panneau avec une batterie de La 50 lumière, livres, la peut-être. lumière, puis t'avais rien. Mais là, t'es rendu que tu peux avoir un frigo qui marche au solaire. Tu commences à augmenter tes possibilités. Tu sais. Les pompes à eau, il y en a quoi? Les pompes au solaire. Fait que t'améliores la chose. Graduellement, c'est ça. Graduellement, puis tu diminues même la grosseur des panneaux, les équipements, tout ça. Mais si tu veux un bon équipement de solaire pour un camp, là, c'est encore 30-35 000 $, là, tu sais, quand avec un poteau, puis un bon panneau, puis des bonnes batteries. Pas se leurrer, là. Tu sais, le propane demeure encore là pour bien du monde qui a un camp. Oui, puis si tu y vas 3-4 fois par année, souvent, Ben, t'as c'est pas ça, le temps. c'est C'est ça, pas tout le monde c'est qui ça. va là tous les jours, là. Tu sais, c'est sûr, tu vas dans les chalets de pourvoyeurs ou à CEPAC. Eux autres, ils t'ont des oui. poteaux de montée avec des panneaux, mais eux autres, c'était Tout le temps du monde. C'est commercial. C'est pas Ouais. notre cas. Mais l'électricité, juste une chose en terminant. Faut pas oublier une chose, hein. Il faut disposer aussi des batteries puis des résidus de ça. C'est bien beau, cette aventure-là, là. Mais tu sais qu'en Californie, là, ils cherchent des solutions, là. Ils sont pognés avec des déchets Ils en sont masse. pognés avec des batteries au lithium, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on les élimine? La pollution qui est créée par l'élimination de ces choses-là, c'est important aussi. Il faut pour ça qu'il faut toujours être prudent. Il ne faut pas condamner l'essence complètement, puis dire il y a juste l'électricité ou l'inverse. Hein. C'est ça. On va rester sur un changement climatique, sur l'aspect plein air, parce que il y a des évidences, là, il y a des évidences. On parle de l'eau qui monte, on parle des glaciers qui fondent, ça c'est le gros. Mais moi je me disais, toi tu parles à tellement de monde, tu as visité tellement de monde, Julien. Qu'est-ce qui est évident dans les changements? Exemple, les mouvements de la faune. Certains m'ont dit, c'est rendu qu'au Saguenay, ils ont vu des caribous. Jamais t'aurais vu ça il y a 50 ans. Là. Fait que ça veut dire que le réchauffement fait qu'il y a de la faune qui descend plus vers le sud. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements comme ça qu'on connaît Écoute, moins? c'est sûr que, je te donne un exemple. Oui. Le chevreuil qu'on connaît, ou le cerf, le white-tailed deer, le cerf à queue blanche, on est ici dans sa partie la plus nordique. Il ne vit pas plus haut bien. D'habitude que Québec, tu sais, autour de Québec. Là, c'est rendu qu'on a au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est rendu qu'on a partout. Il monte le chevreuil parce que comme ça se réchauffe, ça devient plus habitable. OK, il y a les deux. Donc, le Grand Nord, il y en a qui descendent, puis il y en a qui montent, tu veux dire, vers le nord. OK. C'est ça. Mais les caribous, je ne veux pas t'insulter, mais les caribous, c'est du caribou forestier, donc il était là. Lui. OK, lui, OK. C'est pas le même que celui de la George, mais je comprends ton idée. Mais... C'est pas les 30 degrés qui l'ont amené nécessairement. Non, il était là. non, OK. mais lui, il était là. Mais ce que tu as raison, c'est que les dindons sauvages, c'est une population qui explose parce que les conditions de vie sont meilleures pour lui. Il trouve Il y a de la moins nourriture. d'hiver, il y a moins de 30 degrés, il y a moins 4 pieds de neige, tout ça. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui font effectivement augmenter les populations d'oiseaux puis de tout ce que tu voudras parce qu'on change le modus operandi. La nature change son modus operandi. Les étés sont plus longs. Regarde, on est voyons. au mois de septembre. Début là. septembre. Bon, début septembre. Regarde, il annonce un mois de septembre. Écoute. Comme un mois d'août il y a 10 ans ou 15 ans, c'est écoute, ça? Moi, je me rappelle d'avoir chassé à l'Action de grâce en octobre l'orignal dans la neige. Ils patince. Fait que, tu sais, c'est On pas est le ailleurs, cas. là. Ils sont ailleurs. Ça n'arrivera pas cette année. Puis au camp Manic 5, on rentrait là, puis écoute, cette perche génissole, on ne creusait pas parce que c'était pris. Ça glaçait à grandeur. Aujourd'hui, là-bas, à la fin, il y avait des marmottes qui se promenaient, il y avait des oiseaux du sud qui étaient rendus là. Puis j'étais quand même en haut du 50e parallèle, tu sais, ça fait que tu voyais la différence. Mais tu sais, la région de Québec, aujourd'hui, avec mes frères, on a une corvée à faire, puis on dit on fait ça début novembre, il n'y aura pas de neige. Il y a quasiment jamais de neige maintenant au début novembre. Puis souvent, au mois de décembre, on se dit on va savoir de la neige à Noël. C'est assez récent, mais donc c'est sûr qu'il y a des changements. Moi, je veux savoir, est-ce que tu penses que la nature a cette capacité de s'adapter? Oui, Genre, beaucoup. les plans d'eau, parce que là, l'eau doit être plus chaude. Si on parle de plus chaud, pour les poissons, ça doit paraître, là? Oh, les poissons, eux autres, ils descendent, il y a des fosses. OK, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Tu sais, la truite mouchetée, c'est 54 degrés, c'est sa température d'eau. OK. Où elle aime être. Ça fait pas à descendre? Elle descend dans une fosse de 30 pieds s'il faut. Elle va aller chercher. C'est qu'elle le veut. thermoclim qu'on appelle, elle va aller le chercher, ce qu'elle va, dans le jour, quand il fait très chaud. Ouais. Le soir, quand ça va, hop, elle remonte se nourrir. Manger une après coupe ça, de elle redescend. C'est Une coupe ça. de petites mouches le soir. C'est ça. Tu sais, la nature s'adapte. Écoute, je vais donner un exemple. Tout le monde Ouais. parle des ours polaires. Oui. La banquise. Ben ça. oui. Mais écoute, ils ont prouvé, ils ont récupéré des déchets de nourriture de l'ours polaire, c'est excréments de ça. Oui. Et ils ont trouvé des fruits sauvages, des baies, tout ça, des choses comme mange l'ours noir dans le secteur de la baie du Tson. Parce que comme il n'y a plus de glace, ils ne peuvent plus accessible. Ils sont adaptés, ils ont modifié OK. leur... Ils sont devenus comme uniquement comme végétariens, dans le fond, comme les ours noirs le sont. Comme les autres Herbivores. ours, ils se nourrissent surtout de petites plantes, de petits fruits, ces choses-là. Ils ont commencé ça avant, tu voyais pas ça. Là. L'ours polaire, l'image qu'on a, les courses à banquise, ils pognent un phoque qui te le bouffe, c'est plein de sang, puis tout le monde... Des saumons dans la rivière, les à quatre pattes dans la rivière. Mais
là, Oups. tu vois, ils ont trouvé ça. Ils ont dit, oups là, et ça veut dire qu'ils s'adaptent, là, tu sais, c'est ça. Les animaux, ils ont une faculté d'adaptation qui est sous-estimée souvent. Tu sais, moi, ce que j'aime pas, c'est les grands lanceurs d'alerte, c'est dangereux, tout va tomber, tout va mourir, tout ça. Moi, je m'excuse, mais depuis la nuit des temps, les animaux et les humains, ils ont une faculté d'adaptation qui a été prouvée, on le sait, garde. Il y a eu des périodes de sécheresse, puis il y a un scientifique qui dit très bien, aux États-Unis, il n'en parle pas beaucoup dans ça. C'est pas, c'est pas le vendeur? discours. C'est pas vendeur, mais lui, il a très bien expliqué. Il dit, tout ce qui gère ça, là, c'est le soleil. Si le soleil se recule de quelques degrés, c'est l'ère glaciaire, on va être gelé, c'est ça. S'il s'avance un peu, c'est l'inverse. Période de sécheresse, désert, ça va être... Fait que tu sais, au fond, oui, on... L'être humain a une influence, mais pas totale. Non, c'est une partie, oui, c'est sûr que les gaz à effet de serre. Oui. Mais regarde, là, les avions ne sont pas promenés pendant la pandémie, là. 2020, presque pas. Non, mais il n'y a pas eu de problème. On n'a pas tout réglé, là. Non, on n'a pas tout réglé, là. Puis, tu sais, je veux dire, oui, ça a coupé, mais ça n'a pas changé tant que ça. Fait que moi, je me dis, oui, les changements climatiques, ça existe. Je ne le conteste pas. Mais il ne faut pas non plus dire que si on arrête telle affaire, là, ça va changer. Non, le carbone, les gaz à effet de serre, oui, il faut le diminuer, les émissions de carbone. On le fait d'ailleurs en grande partie. Peut-être pas assez vite, selon... Puis quand on nous montre, par exemple, le plastique dans l'océan, mais les images qu'on nous montre, c'est des endroits dans le monde où il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune norme environnementale. Tu sais, des nuages, des lits, c'est-à-dire de plastique ici dans l'Atlantique, à Québec ou Montréal. Tu vois pas ça, là. Non. Tu vois pas ça. Tu vas voir ça dans des régions. Il y a une surpopulation, il n'y a pas de normes, il y a tellement de monde que les gens, tu sais... La priorité, c'est pas ça. C'est pas ça, la priorité, c'est ça. C'est pas que ça n'a pas d'impact. Ça a un impact. Oui. Mais en même temps, on peut pas généraliser partout puis dire qu'il n'y a pas d'effort. Pas ça, puis adapter ça à ici, puis dire... C'est ça que je veux dire. Mais ça nous amène quand même chez nous. Prenons chez nous. On en parle souvent, mais il ne faut jamais oublier que les progrès qu'on a faits. En 50 ans, tu le sais, toi, t'es assez vieux pour avoir vu la différence, mais on est loin du camp de pêche où tout le monde tirait ça derrière la chiotte. La moutonne. On n'est pas là. La de moutonne, les gars, plein de moutonne, on a du chalet, tout le monde tirait là. C'est pas parfait aujourd'hui, mais on s'est beaucoup amélioré. Ramener ces déchets, c'est presque généralisé. Ben, écoute, moi, je vais te conter une anecdote rapide. Quand j'ai bâti le camp à Manic 5, j'avais 2 compagnies d'hydravion avec qui je pouvais travailler. J'ai dit au gars, on va négocier un contrat de transport, puis ça. Et il y avait une clause dans le contrat qui disait que je ressortais les vidanges. Je ressortais les déchets, moi, là. Je voulais pas que ça restait là. Il y en a un qui me dit, tu fous, fais comme tout le monde, creuse-toi un trou, puis sac ça dedans, puis enterre ça. Merci. J'ai dit non, je veux pas. Finalement, c'est lui qu'on a engagé pour transporter nos matériaux. Et puis, il était assez honnête, il est rentré peut-être 7 ou 8 ans plus tard, il était assez honnête pour me dire, le même gars, il a dit, je vais t'avouer que je t'ai trouvé fou là, quand tu m'as demandé ça. Il dit, quand on rentre chez vous en hydravion, c'est de toute beauté, c'est impeccable. Il n'y a aucun déchet. La nature est restée belle. Fait que, tu sais, c'est des efforts comme ça. Si tout le monde fait un effort, dans l'ensemble, ça va diminuer l'impact, oui. Mais il reste que moi, ce que je dis derrière tout ça, c'est que la nature, c'est le grand maître. C'est elle, les ouragans, ces choses-là. Les ouragans ne sont pas causés par l'homme. Excuse-moi, là, mais c'est pas nous autres qui va décider que ça part, là. Ou les orages qu'il y a eu monstrueux en Europe, tu sais, c'est des coulées de lave en Japon, partout, tu sais, tu dis, quand il y a un volcan qui explose ou qu'il y a un tremblement de terre, là, c'est pas nous autres parce qu'on se promène en auto, là. C'est sûr que le fait que l'eau soit plus chaude, souvent, c'est causé par les gaz à effet de serre, mais c'est pas uniquement l'activité humaine. Il y a un mélange de... Moi, je dis que la nature est le grand maître, puis nous autres, c'est sûr que des fois, on l'aide pas. Non. Effectivement, mais tu sais, arrêtons de tout mettre sur le dos de l'homme. C'est ça, je veux dire, je trouve qu'il y a des discours que c'est toutes nous autres qui est coupable. Tu sais, c'est la faute de l'homme, ça c'est la faute des hommes, ça c'est la faute des hommes. Si on voit historiquement, on trouve des cités enfouies sous l'eau, c'est parce que l'eau a monté. C'est pas d'aujourd'hui là, que ça monte des eaux. Là. Tu sais, il y a des cités qui cherchaient partout. Hop, ils les trouvent dans 20 pieds d'eau. Là, on a la connaissance et l'intelligence, donc et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, il faut agir intelligemment. Par contre, il ne faut pas s'auto-flageller tout le temps là-dessus. Non, c'est ça que... Il faut juste continuer à s'améliorer. C'est ça, tu l'as le terme, il ne faut pas s'auto-flageller. Bon. On va passer, je veux qu'on s'arrête sur la pêche, quand même une grosse activité au Québec. La pêche, c'est combien de monde? Combien de pêcheurs à peu près au Québec? Écoute, si je regarde les chiffres du ministère, en 2019-2020, il s'est vendu permis de pêche, incluant les non-résidents, qui étaient très peu, 709 000 permis. Quand même. En 2021, 752 400. OK, ça a monté de 30 000. Ça a monté de beaucoup, tu sais. Ouais.
ça commence à faire quand même là, du monde qui pêche. Il ne faut pas que tu oublies que là-dessus, tu as le permis de pêche familial. Ça veut dire que toi, avec ton permis, T'en ton fais pêcher épouse 2, peut 3, 4. travailler, tes OK. enfants peuvent pêcher avec toi, tout en respectant le fait que tu as juste une limite. Fait qu'on est pas loin d'1 million de pêcheurs. ça, on a Plus dit. que ça. Là, c'est Oui. plus que ça. À mon avis, tu te passes comme faut le million. Puis c'est une activité qui est facile. La chasse, c'est plus compliqué. C'est les Ah techniques oui. d'appel, de pistage. Non, les permis, écoute, ça. c'est plus... Mais la pêche, c'est simple. Tu achètes un permis, tu t'en vas. Puis je rêve du jour en passant où les jeunes comme moi vont voir comme ça se passe en Ontario. C'est-à-dire que quand tu as 65 ans et plus en Ontario, tu n'as plus besoin de permis de pêche. Tu es citoyen canadien. Ah, je savais pas ça. Je savais même pas. Mais non, mais moi, je l'ai su parce que je suis allé là-bas pour pêcher sur le lac Ontario, puis j'ai voulu acheter un permis. La fille m'a demandé ma date de naissance, j'ai donné. Elle dit, monsieur, vous avez posé de permis. Ça, j'ai posé de permis. Elle dit, ici en Ontario, quand vous avez 65 ans et plus, pas de permis. Ben, Est-ce que tu penses que ça n'amènerait plus à y aller? Ben oui. Je veux dire, écoute, le gars, il a 75 ans, puis là, il faut qu'il dépense ça. Tandis que là, tu sais, ça sera une... Une petite activité, tu vas marcher, t'arrêtes sur le bord de la rivière, tu sais. Ben oui, puis je pense que ça sera redonné au suivant. Tu sais, c'est nous autres qui fait vivre la société. À un moment donné. Tu redonnes, ben oui, tu redonnes. Ben, c'est pas une mauvaise idée du tout, effectivement. Puis, mais si on parle de la 2021, est-ce que il y a un rebond d'intérêt? Il y a de l'intérêt, les gens... Il y a beaucoup d'intérêt. La pêche, écoute, j'avais des discussions, moi, avec des gens, toujours souvent dans mon cercle d'amis, ça, mais là, c'est des gens que je doutais pas jamais. Hey, je suis allé à la pêche. Hein? Tu fais ça? Ah oui? Toi? Ouais, c'est ça, tu es allé à la pêche. Oui. J'ai été à tel magasin, puis le gars m'a vendu du matériel pas trop cher, puis je me suis amusé. Et puis l'autre, il me dit, ben, je suis allé dans telle réserve, puis là, il y avait une offre de prêt à pêcher qui fournissait des cannes à pêche, des commentaires, des ci, des ça. Ben là, on était campés, mais on est allé pêcher une journée. Ça, tu sais, ça, là, ça a changé beaucoup, là. Ce qui me frappe, Julien, pour avoir été un pêcheur pendant longtemps, je joue un peu moins, mais je suis allé des années de temps au camp. On a pêché de la truite mouchetée, nous autres. Puis il y avait du poisson blanc, ce qu'on appelait le goujon qu'on voulait pas voir. Mais ce qui est drôle, c'est que je me rends compte que la méconnaissance, j'appelle ça de même, en tout cas dans mon cas, fait que, par exemple, quand quelqu'un me dit hey, je suis allé pêcher dans le fleuve, je dis hey, tu fais là? Puis là, l'autre fois, j'ai vu un reportage à RDI, des grands reportages. Ouais. Je pensais jamais qu'il y avait autant d'espèces dans le fleuve Saint-Laurent. J'ai vraiment tombé en bas de ma chaloupe, comme dirait là. Écoute, c'est sûr, mais tu sais... Parce que je connais pas ça. C'est ça, mais les gens, souvent, ne connaissent pas. Comme moi, j'arrive de l'Abitibi, là. Oui. Et puis, regarde, on a pêché des dorés fabuleux, des poissons fantastiques, on en a mangé. C'est un des meilleurs poissons. Là, c'est assez gros, à ça. C'est manger. du 30 et 40 pouces, c'est quoi? Écoute, ben moi, là-bas, c'est 37 à 52 cm. 37 minimum, 52 OK. cm. Mais moi, j'ai pris de 53, excuse-moi. J'ai pris 52, 51, tu sais. Ça commence à C'est de la faire bête, là? Ça commence à faire des dorés qui pèsent 4, 5, 6 livres, là. Moi, ça fait des beaux poissons, là, un beau filet de ça. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu t'aperçois que là, cette pêche-là, avant, les gens n'y allaient pas, tu sais, le doré, les gars de la place. Mais là, j'ai parlé à la directrice là-bas de la réserve, elle a dit on a du monde de Québec, on a du monde de Montréal, on a du monde de Trois-Rivières. Les gens se tapent maintenant 5, 6 heures, 7 heures de route pour aller pêcher du doré en Abitibi. C'est-tu sportif? Comment ça se pêche, ça? Non, c'est C'est-tu pas, rigoureux, pas tant? honnêtement, c'est pas la pêche la plus sportive. C'est de la jig, c'est du OK. marcheur de fond. C'est pas tellement que c'est sportif. C'est bon, ça se mange bien? C'est surtout que c'est, à mon avis, un des meilleurs poissons. Au goût? Sinon, le meilleur poisson à manger, oui. Ah oui? Oui, la chair du doré, c'est... Écoute, il nous a fait 2, ce qu'on appelle des shore lunch, tu sais ce que c'est? Ah oui. Il nous en a fait 2, là, avec les frites et compagnie, là, sur le bord de l'eau. C'était fabuleux. Puis là, j'avais des pensées pour les gens qui vivront jamais ça, tu sais. Puis je me disais, pourquoi les gens... Il faut comprendre ça. C'est comme quand je vais à la chasse à perdrix, moi, l'automne. Je ne vais pas leur apporter un quota chez nous, là. Souvent, le midi, on arrête, puis là, on fait cuire des perdrix qu'on vient de récolter. On se fait un beau poêlon, c'est un feu. C'est un feu. Tu sais, si on mange C'est ça, l'expérience, dans le fond, là. c'est ça, c'est l'expérience. Parce que ça, c'est ça l'expérience. C'est pas juste de dire, oups, un poisson, 2 poissons. Parce que la notion du quota, tu sais, la fameuse chaudière que tout le monde Ben oui. dit ça, là, c'est beaucoup, beaucoup disparu. Maintenant, les gens vont prendre du poisson, vont le déguster sur place. C'est sûr qu'il y en aura toujours des gens, ça prend mon quota, ça prend mon Ben oui. quota. Mais les viandards, entre guillemets, là, c'est diminué. Il y a beaucoup de familles, tu sais. Le gars, il prend ses poissons, fait cuire ça sur son barbecue avec sa petite famille, il est heureux. Beaucoup ça, maintenant. Comme il n'y a plus de monde qui va en plein air, qui vont à la pêche, j'imagine que ça fait une pression de pêche. Je voulais juste savoir, comme néophyte qui ne connaît pas ça tant que ça, le fait qu'on pêche plus les lacs, est-ce que ça aide le renouvellement? C'est-tu bon pour la faune? C'est-tu dangereux qu'on vide les lacs? Tu sais, on entend, hey, on vidait le lac. On entendait toutes sortes d'affaires. Fait que je me disais, je me demandais à Julien, c'est quoi l'effet
Et du réchauffement d'une part et de la pression de pêche. La pression de pêche, il faut qu'elle soit contrôlée sur un plan d'eau. Tu sais, c'est pas difficile à comprendre. C'est que un lac mesure tant d'hectares. C'est tant de poissons à l'hectare qui vivent dans ce lac-là, c'est la capacité de support du milieu. Ça, les biologistes le savent. Là, et ça veut dire que tu peux, puis pour équilibrer, exemple, tu vas prélever tant de poids de poissons dans le lac. Une fois que le poids est atteint, normalement, il faut fermer le lac. Ça, c'est ce qui se fait dans les réserves, dans les pourvoiries, dans les EC, dans tous les territoires structurés. Pour s'assurer du renouvellement. S'assurer du renouvellement naturel. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Comme il y a beaucoup de pêcheurs, la pression est énorme. Présentement, naturellement, dans certains cas, les lacs n'arrivent pas à se régénérer assez vite. Parce que, tu sais, il y a juste 5% des œufs pondus par une truite mouchetée qui peuvent devenir un poisson. Puis c'est moins en nature. Là, je te regarde dans les yeux, puis je me dis, je vois dans les yeux de Julien Cabana, il y a des fois, il y a un petit camion qui vient en dropper dans le lac. Ça oui, ils viennent aider, c'est ça? C'est ça, mais il y a des plans d'eau. Maintenant, ce qui se fait beaucoup, c'est qu'il y a des plans d'eau qu'on appelle avec la truite indigène, du poisson indigène, qu'eux vont être très contrôlés. Ils vont dire, exemple, si vous allez là, vous avez le droit à 3 poissons par pêcheur, ou tant de livres de poissons par chaloupe. Ça veut dire que ça limite la pression beaucoup. Donc, tu étires la possibilité de pêche. Et à côté, ils vont ensemencer un plan d'eau avec de la truite qui vient des piscicultures, qui ne se reproduit pas. Ah, c'est ça. Non, donc, elle se mêle pas aux autres. Elle se mêle pas. Non. Ça, je n'ai jamais compris ça. Mais là tu me dis. En anglais, ils appellent ça du put and take, qui mettent les prix. Tu sais, les gens vont là avec une petite famille, parce que si tu amènes un enfant de 5-6 ans dans une chaloupe, il fait prendre pendant 6 heures. Pour prendre une truite de 2 livres, lui, il ne la trouvera pas drôle. Donc, ça prend on l'a tous vécu. Hein? Sois patient. Mais tu sais plus comment t'asseoir, t'as mal aux jambes. Fait que, tu sais, maintenant, ils ont équilibré les choses. C'est ce que j'aime. Dans tous les territoires structurés, ça se fait, ça. OK. Les gens vont... Il y a un lac où ils savent que, allez-y là, vous allez empoigner. Ça. Donc, les pourvoyeurs, ils vont semencer. Ça. Puis, tu vois, il y a aussi des normes. Exemple, sur la Côte-Nord, un pourvoyeur ne peut pas semencer n'importe quel poisson. Il faut qu'il vienne de la Côte-Nord. Okay. La souche Côte-Nord. OK. Pour pas, si jamais dans une truite ensemencée se sauve dans l'autre lac à côté, il ne faut pas qu'elle contamine. Tu sais, c'est très, très bien structuré. L'ensemencement aujourd'hui, tu sais, avant, le gars achetait des truites, on va dans le lac, vient dans le bucket, c'est tout. Mais là, c'est plus ça. Là, ça fait que c'est vraiment contrôlé, les gens font attention. Puis dans les réserves phoniques, exemple, tu n'as pas le droit de faire d'ensemencement, tu peux faire la relocalisation de poissons. Littéralement, ils vont dans un lac, ils en ramassent, puis ils vont les mettre dans d'autres lacs. Ils vont utiliser certains géniteurs, on va les faire pondre des œufs, puis ils vont les remettre à l'eau, mais toujours à partir des géniteurs de la souche de la réserve. Mais est-ce que l'ensemencement, c'est toujours des poissons d'une certaine grandeur ou ils peuvent y aller petit? Je te dirais, si tu parles d'ensemencement pour pêcher, ce qu'on appelle, comme je disais tantôt, le put and take, remise à l'eau puis retrait, ça, d'habitude, si on prend la truite mouchetée, les gens vont faire ça de 10 pouces, de 10 à 12, 14, 15 pouces. Là, c'est prêt. Ça, c'est prêt. Ça sort du pisciculteur comme ça. Okay. Ça, c'est prêt à pêcher. Tu passes ça à l'eau, les gens les prennent, puis ils en vont. Bon, ils sautent dans la chaloupe. Là. C'est facile. Si tu fais de l'ensemencement pour régénérer une population, là, oui, tu vas aller plus avec des tacons, des petits poissons, là, tu sais, des bébés, si on peut dire, truites. Ça, tu mets ça dans le lac. Puis... Ils peuvent-tu arriver, les biologistes, dire ce lac-là est mort, il faut le régénérer? Ça arrive-tu, ça, qu'ils repartent à zéro? Il y a des lacs qui ont été obligés. Il y avait une méthode avant qui s'appelait avec la ruténone. C'est un poison. Il a empoisonné le lac pour tuer tout ce qu'il y avait, comme il y avait des espèces indésirables, ça. Carrément, il tuait le lac, il le rebâtissait. Il le réoxygénait, il le réensemençait avec de l'espèce indigène, puis il recréait un lac de pêche. Ça fait faire à certains endroits. Là, c'est parce que c'est une méthode qui est trop dispendieuse. Ça veut dire que ça coûte très cher, c'est ça. Mais ça s'est fait, oui, déjà. OK. Dis-moi, est-ce que l'ensemencement, en général, c'est toujours bien accepté ou s'il y en a qui condamnent ça? Maintenant, c'est accepté. Parce qu'il y en a qui disaient que ça n'a pas de bon sens l'ensemencement. Non, c'est parce qu'anciennement, les gens ensemençaient toutes sortes d'affaires. Tu sais, c'est contrôlé. Exemple, la truite arc-en-ciel, là, tu ne mets pas ça n'importe où. Ça prend un lac juste de truite arc-en-ciel. Il ne faut pas que le lac communique avec les autres. C'est toute une histoire. OK, ouais. Tu sais, c'est contrôlé. Bon, c'est mieux contrôlé. Comme à un moment donné, il y a un gars qui avait un camp sur le bord de la rivière Port-Neuf, dans les Monts-Valin, tout ça, dans ce coin-là, Haute-Forestville. Puis le gars, lui, il avait de la truite mouchetée comme c'est dans le secteur. Il y avait un petit lac, une cuve. Il décide, lui, de se mettre du brochet là-dedans pour avoir une espèce supplémentaire. Mais t'as pas le droit de faire ça, là. Un printemps, l'eau a monté, puis les petits brochets, là, ils se sont ramassés dans la rivière. Au travers des truites. Ah, bien sûr. Puis là, il y a quelqu'un qui pêchait là, puis c'est ça, prend un brochet. Fait que ça va chez le pourvoyeur, ils ont fouillé. Le gars a été condamné à 150 000 $ d'amende, puis à remettre l'état des lieux.
On est obligé de nettoyer la rivière, ça coûtait cher aux gars, là, tu sais. Fait que c'est contrôlé, ça. Les gardes-chasse et les biologistes militaires travaillent ensemble. Oui, il y en a, mais c'est pour faire plaisir aux pêcheurs, pour prendre du poisson. Julien, je vais te faire une comparaison, tu vas très bien comprendre ce que je veux dire. Souvent, quand on parle du vin, tu vas entendre parler, puis d'ailleurs, c'est de moins en moins vrai, mais on l'entend encore beaucoup, un vrai amateur de vin, il prend du rouge. OK, t'entends ça. Bon. Quand tu parles à des Christian Martel ou d'autres spécialistes, ils vont dire, excuse-moi, là, mais il y a du blanc maintenant qui est exceptionnel. Oh. Parce que les gens ne le connaissent pas. Bon, mais je m'en reviens à la pêche. Combien de fois on a entendu un vrai pêcheur, il pêche à la mouche? Les autres, c'est des tarlats. Y a-t-il encore un snobisme là-dessus sur le fait que... parce qu'il y a deux aspects dans ma question. Il y a la question du snobisme, puis l'autre, il y a des lacs qui sont juste à la mouche. Il doit y avoir une raison, mais commençons par le snobisme. Disons que, je vais dire que le côté snob, souvent, les moucheurs sont souvent des gens très intransigeants. Ils pêchent juste à la mouche. Moi, je ne me salis pas les mains, ils pêchent à la mouche, pêche à la mouche, pêche à la mouche. Moi, je leur dis toujours dans ce temps-là, il ne faut pas que tu pêches à la mouche, parce que monsieur et madame tout le monde, la pêche à la mouche, c'est un art qui se développe, ça, tu sais, avec les années, les techniques de lancer, le choix des mouches. C'est agréable quand tu pêches bien à la mouche. C'est beau en baptême, oui. ça. Mais ça, tu n'acquiers pas ça facilement, là. Quand tu penses à la masse de pêcheurs, monsieur et madame tout le monde qui va à la pêche une fois par année... Le spilling, c'est plus facile, là. Ben, c'est plus simple, tu sais, que la cuillère, les vers de terre, bon. Puis c'est pas... On dirait que souvent, les pêcheurs à la mouche, ils se sentent plus nobles là, que toi et moi, parce qu'on prend une cuillère et un verre de terre. Moi, je m'excuse, je dis toujours au gars de ça, là. De toute façon, je ne me signe plus avec ça. Tu sais. Non. Je dis au gars, je ne partage pas ton opinion. Je te respecte, là, mais je ne partage pas ton opinion. Moi, je pense aux pêcheurs. Je pense à les gens qui lisent le Journal de Québec. C'est des gens de tous les jours. C'est des gens qui lisent quand on va à la pêche. Mais si tu commences à lui dire, ça prend un lancer de telle longueur. Une canne de 150 pièces. C'est ça, puis après ça, un moulinet, puis ça passe ci, ça passe ça, puis ça prend telle présentation, puis ça. Le gars, là, tu viens de le perdre, c'est fini. Tandis que si tu lui dis, écoutez, c'est simple, allez à tel magasin, ça va coûter 100$, d'aller équiper toute la famille avec des cannes, des cuillères, un petit coffre. Commencez avec ça. Vous allez prendre du poisson. Ben, tu sais, les gens, c'est comme ça, ils vont en pêche prendre du poisson, mais c'est pas un concours. C'est pour ça. Puis c'est pas donné à tout le monde d'être un technicien de la pêche à la mouche. Écoute, mais toi, aujourd'hui, tu dois faire toutes les sortes de pêche, en fait. N'importe quoi. Moi, je suis pas un client ordinaire. Comme je dis toujours, j'ai tout fait dans ma vie. J'ai mouché. C'est ça que tu aimes le plus, moucher sur un beau lac calme? Dans certaines circonstances, oui. Parce que moi, je me dis, il faut pêcher selon ce que le poisson veut. C'est-à-dire que dans certains cas, tu as beau moucher toute la journée, tu vas te défaire le bras, il ne bougera pas. Exemple, il mouille, il vente, puis le lac est trouble. Les conditions sont pas bonnes, c'est ça. T'sais. Tandis que c'est ça que quand tu commences à gober des mouches en surface, que tu vois qu'ils se noient en surface, là, tu sors tes mouches, tes chances sont meilleures. C'est sûr que c'est agréable de faire sauter. Moi, je me rappelle, au camp de pêche, entre autres, j'avais un lac, là, les truites sautaient en dehors de l'eau, puis ils prenaient la mouche en descendant. Fait que tu voyais sauter, puis tu voyais gober ta mouche. Tu sais, c'est un trip, c'est le fun. C'est beau en baptême. Puis là, la canne, elle se promène. Oui, c'est plaisant. Puis... Mais moi, c'est la légèreté que j'aimais. C'est tellement léger que tu as l'impression d'avoir un monstre au bout de la ligne. Parce que un poisson... Par contre, je te dirais qu'aujourd'hui, tu as des cannes à balancer léger de 5 pieds, je sais pas comment on peut dire ça en mètres, là, debout, là, qui sont ultra légères, là, que je te jure, je t'en mets une dans les mains, c'était pas bien plus pesant que ton stylo à tenir. Ah oui? C'est très, donc, très... Pour le feeling, c'est... Ben oui, c'est ça. Donc, parce que moi, la plupart de mes amis qui ont commencé avec moi, c'était tout, j'appelais ça, moi, des 2x4, là, tu sais, des cannes raides, puis ça. oui. Moi, j'avais avec mes petites cannes, ils disaient, Jean, c'est ça. Hé, c'est quoi cette affaire-là? Puis, tu sais, si tu prends une truite de 10 pouces avec ça, puis la mienne... Fait que finalement, les gens sont devenus des adeptes de l'ultra-léger. Puis c'est de plus en plus la mode. Les gens aiment ça, les petites cannes, l'action, puis tout ça. Ça, là-dessus, on pourrait faire d'autres choses, mais dans les matériaux, les articles de pêche, ça s'est tellement amélioré que là, t'en as vraiment pour le fun. Je veux qu'on prenne 2 secondes pour parler des pourvoiries qui sont éloignées. On a tous vu des textes disant que les compagnies d'aviation, ils vont plus. Il y en a qui ont fait faillite, puis c'est épouvantable, puis tout le monde va mourir là-dedans. Est-ce que ça s'est amélioré ou c'est encore instable? Écoute, c'est sûr qu'ils ont eu une ouverture de la santé publique, surtout dans le Nord, avec le Nunavut. Moi, je parle surtout des éloignés. C'est ça, dans le coin de la rivière-Georges, de la rivière aux Feuilles, tout ça. L'ouverture, pour permettre à des clients de venir, c'est fait tard par rapport aux autres du Sud. Tu sais, ça a pris du temps avant qu'ils commencent à pouvoir. Ça va. Donc, oui, ces gars-là ont vraiment mangé leur bas, comme on dit en québécois. Il y en a qui ont eu beaucoup de misère. Il y en a qui ont eu beaucoup de difficultés. Par contre, les plus vieux avaient quand même une forme de réserve financière leur permettant... Il y avait tout à pas mal payé, ceux qui sont là depuis 40 ans. Le fait que tu n'opères pas, tu n'as pas de dépenses. C'est vrai. C'est ça l'affaire. Tu sais. Fait que comme il n'y avait pas de clients, ils n'achetaient rien.
il n'engageait pas de contrat d'avion, il n'engageait pas d'achat d'épicerie, il n'engageait rien parce qu'il n'y a pas de clients. Mm-hmm. Donc, eux autres, c'est le seul avantage, si on peut parler d'avantage, entre guillemets, c'est ça. Tu peux contrôler tes approvisionnements, tes dépenses beaucoup par rapport à ta clientèle. C'est drôle parce que ce que tu dis, c'est exactement la même chose qu'on me dit quand on parlait de la pandémie pour les restaurateurs. Oui. Ceux qui avaient leur restaurant payé à eux, ils se disaient, j'ai plus de dépenses. Mais quand tu avais 15 000 par mois de loyer, wow! C'est comme le gars dans le Grand Nord ou la femme qui a une pourvoirie, si elle a 25 000 à payer par mois, puis qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, elle est dans le trouble. Écoute, les frais Pocket qui ont l'auberge de la Rivière-Georges, que je connais depuis 40 ans, c'est à eux autres, ça fait longtemps. Ils ont même leurs propres hydravions qui sont payés. S'ils ne volent pas, ils restent là, ils ne dépensent pas. Tu sais, c'est pas le fun, mais ils sont capables de passer à non, travers. c'est ça. C'est pas plaisant parce qu'il y a le fait aussi que, compte tenu, une chose qui n'a pas aidé, comme la clientèle était très limitée, les prix ont augmenté beaucoup. Il n'y a pas eu le choix. On a fait la demande, là, oui. On a fait la demande. Si tu veux opérer, il y a des coûts fixes que ces gens-là ont. Tu sais, le gallon, moi je me rappelle quand j'avais mon camp, là, un gallon d'essence avec l'huile dedans mélangée que tu mettais dans le rebord, ça me coûtait 17 $ du gallon. Rendu sur place, parce que je rentrais en hydravion, le transport, j'ai inclus tout, l'achat puis de l'huile, ça. Là, je te parle d'il y a peut-être 10 ans. Fait que tu pensais que moi, à 17, le gars qui est sur la Rivière-Georges, qui dépense 50 gallons de gaz avec un bateau, comment tu penses que ça coûte, là? Et? Le gallon avec l'essence dedans. Tu sais, ça fait que ça c'est ça qui fait en sorte que les gars, ils n'ont pas le choix. Et les gars, les filles aussi, parce qu'il y a des femmes maintenant qui sont propriétaires. Mm-hmm. Mais tu sais, tu regardes ça, 8 000 $. Le gars, il dit, voyons, 8 000. Ouais, mais l'avion, l'hydravion, l'avion de ligne, l'hydravion, pas de ça. Je veux dire, tu sais, là-bas, là, ce qui est là devant moi, là, la petite canette qu'il y a là que je bois, là. L'eau pétillante, là-bas, est plus chère un peu. Il faut qu'elle se rende. Hein? Rendu là-bas, là, elle coûte une fortune. Là. Tu sais, si elle se coûte 1 $, là-bas, je te dirais qu'on va être rendu peut-être à 10. Tu sais, c'est tout ça. Mais je l'ai vu à l'épicerie, parce que je suis allé une fois à l'Anticosti, puis je suis allé à l'épicerie quand on sort de l'avion, puis j'ai dit, oh mon Dieu, OK, t'as pas un choix si vaste, puis c'est normal. C'est 20 ça à 30 normal. plus cher. Ouais, mais ça me semble pas anormal. Non, c'est 20 à peu près, à 30 puis ça, la coop là-bas, ben, ça s'est beaucoup amélioré. Puis maintenant, tu peux commander à l'avance. Mais écoute, ils n'ont pas eu le choix parce que si tu veux de la clientèle, il faut que tu aies des produits que le monde connaisse. Ah oui, absolument. Je veux qu'on prenne quelques secondes. Tu y as touché tantôt, mais parce qu'il y a comme des particularités sur lesquelles je veux qu'on s'arrête. Ce qu'on lit dans le journal à tous les jours quasiment, c'est pas juste dans le journal. Quand on traverse n'importe quelle rue à Québec ou n'importe où dans les pays occidentaux, on voit qu'il y a de plus en plus de véhicules hybrides sur la route, des autos, puis des véhicules électriques. Fait que ma question, évidemment, je l'ai déjà évoquée quand on est venu ensemble, mais je veux qu'on en parle d'une certaine façon. C'est est-ce que le virage électrique qui est généralisé dans le monde de l'automobile, forcé par le gouvernement, parce que certains, entre autres la côte ouest américaine, ils ont dit dans 15 ans, il y aura les chars à gaz, c'est fini, terminé. Bon, donc on force parce que c'est un impact sur le lot de voitures. Dans le monde du plein air, tu me l'as dit, il y a quelques VTT et tout ça, mais je veux juste savoir, est-ce que quand on parle, mettons, équipement de plein air, chasse, pêche, pas juste les 4 roues, pas juste les VTT, mais je pense aux petits moteurs électriques qui sont déjà très présents. Est-ce que cette avancée-là technologique est inévitable aussi dans le monde du plein air? Ben écoute, ça a beaucoup changé, d'abord, ça s'est beaucoup amélioré. Okay. Avant, un moteur électrique, si tu te souviens, on pêchait 1 heure avec ça, puis pouf, la batterie était finie. Bon, ben là, maintenant, tu as des batteries de 6 volts qui sont plus performantes qu'une batterie de 12 volts. OK. Parce que le poids était là, tu sais. Tu as des batteries maintenant que tu peux avoir jusqu'à 1000 recharges avant que la batterie soit arrêtée. Tu as des moteurs électriques. C'est plus flexible, dans le fond. Ben oui, ils sont super économiques, super performants. Écoute, il y a même des moteurs au propane maintenant, là, de chaloupe au propane. Fait que, ça c'est la première fois que j'entends ça. Mais je suis pas surpris, là, tu sais. C'est ça, mais moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Le gars, il me montre ça. Ça vient d'Asie. On dit, les gars, ils ont une solution, tu sais. Ouais. Puis tout ce qui est électrique, ça s'améliore, c'est sûr, comme on parlait tantôt. Ouais. Les systèmes solaires. Beaucoup les sonores, ces choses-là. Les batteries aussi, il y a une chose c'est que les batteries sont de plus en plus performantes. OK. Ça passe par là. Prenons un exemple bien simple. Tu as un chalet, tu avais un camp de pêche. Tu as un camp de pêche souvent, pour la plupart des gens, je dis pas tout le monde, la plupart des gens, tu y vas, mettons, 1 fois par 2 semaines. Mettons que c'est 1 fois par 2 semaines. Quand tu pars, mettons, de ton chalet, tu as tes 8 batteries qui sont là, toutes branchées en réseau.
t'as ton système solaire qui les remplit toute la semaine quand tu fais beau, pas beau. T'es pas là pendant 10 jours, 12 jours. Quand tu reviens, tes batteries sont toutes pleines, tu comprends? Là, tu pourrais prendre une de ces batteries-là ou deux, de l'en mettre sur ton 4 roues qui serait électrique. Tu pourrais en prendre une, puis tu pars ton système, tu peux avoir tes pompes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est que si on avait besoin du solaire à chaque minute, comme on a besoin de l'auto à chaque minute, ça serait pas pareil. Mais j'ai l'impression que le principe camp de pêche où t'es pas là tout le temps fait que tu peux remplir tes batteries. C'est ce qu'on faisait, nous autres, on branchait la batterie de la radio. La batterie de la radio était branchée pendant toute la saison, puis même tout l'hiver. Plugué sur le solaire, oui, c'est ça? Quand on arrivait au printemps, la radio, on descendait de l'hydravion, on demandait au pilote, attends, on va aller voir s'il y a quelque chose de dérangé dans le chalet. On enlevait le panneau de la porte, on rentrait dedans, on faisait une tournée, puis on lui parlait par la radio, OK, c'est beau. Tout est beau. Merci, c'est beau. Tu sais, c'était... Puis on pouvait parler par Belle-Alma, on appelait à Québec, on appelait partout, mais tout de suite, là. Donc, on pouvait dire à nos familles, inquiétez-vous pas, on est rendu. Tu sais, c'est sûr que ça s'est amélioré. Et la durée de vie des batteries aussi, c'est ça qui est important à dire. Même les 2A, les 3A, ces choses-là, tout est augmenté au niveau de la durée. C'est beaucoup plus performant. Il y a juste nos selles que ça marche pas. Celui-là, c'est tough un peu. C'est sûr que ça dépend. Moi, j'en ai un qui est tough, mais il faut dire que, tu sais, ça dépend ce que tu as comme cellulaire. Ouais. Mais ça aussi, ça s'est amélioré. Oui. Parce que je me rappelle, on faisait 2 heures pour plugger, 3 heures, puis là, wow, ça allait pas bien. Là. Mais là, on peut faire une journée. Bon, on va parler un peu de chasse. On est rendu vers la fin de notre entretien, mais parlons de la chasse. C'est quand même, quand on arrive à l'automne, on se dit... pour plusieurs, la chasse est inaccessible et inintéressante parce qu'il y a des gens qui, peu importe les raisons, je m'en fous, qui veulent pas tuer des beaux petits animaux. Tout ça. Mais on parlera pas de ce discours-là, c'est pas de ça que je veux parler. Mais je veux juste voir, c'est un monde, la chasse, quand même impressionnant. Il y a des gens, je connais bien des gens qui disent moi, la vacance dans le sud, oublie ça, moi je garde ça pour la chasse. On dit, ma femme part avec ses amis, puis c'est parfait, moi je suis bien content pour elle au mois de février, mais moi c'est la chasse. Puis il y a beaucoup de femmes et de familles maintenant qui s'intéressent à la chasse. Beaucoup. Ça aussi, ça se démocratise. Donc, qu'est-ce que tu as comme aperçu? On commence par quoi, la chasse? C'est toujours les tireurs à l'arc qui ont l'avantage? C'est-à-dire que là, oui, les saisons à l'arc, les saisons, tout ça, mais ça a changé beaucoup. Là. Ça commence à se démocratiser. Là. Ça commence à bouger, justement, pour arrêter ça. On a plutôt des dates fixes. On a changé les saisons. Comme le chevreuil, exemple, on l'a tout ramené dans un bloc devant lequel tu peux, dans certaines zones, chasser à carabine, ici à ça. Tu sais, on a arrêté de dire, ben là, si tu veux ça, c'est ça. Si tu veux ça, c'est ça, c'est ça. On a compris qu'il fallait démocratiser ça, concentrer, simplifier les choses. Parce que j'ai toujours reproché, moi, surtout dans la chasse, mais là, si t'es là, c'est ça. Si t'es là, c'est ça. D'un côté de la rue, c'est ça. De l'autre côté de la rue, c'est ça. Tu recules de 3 pieds, c'est ça. Tu avances de 2 pieds. Tu savais plus pas en tout c'était quoi. Mais là, le monde était mêlé. Je dis ça aux gars. Pourquoi vous prenez pas une ligne? Au nord de la ligne, c'est ça. Au sud de la ligne, c'est ça. C'est simple, c'est fini. Terminé. Arrêtez. Là, parce qu'on dirait que parfois, un bout de temps, là c'est plus le cas. Ça. Mais tu sais, un bout de temps, on a dit que les gars, ce qu'ils voulaient, là, les gens décourager le monde du ministère, c'est que c'était compliqué, c'était de rendre ça. Pourquoi faire simple quand ça peut être compliqué, tu sais? C'est rendu, tu sais, 2 truites là, 3 truites là, 2 perdrix là, 4 perdrix là, ça, tu n'as pas le droit, là, tu as le droit, chevreuil, femelle, ça. On va c'est vrai que c'est le même pareil. Ouais, on a l'impression que c'est impossible. Tu sais, tu dis, le gars, c'est pour ça que souvent, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la chasse, c'est compliqué. Mais là, ils ont commencé à démocratiser les choses. La chasse d'entrée, qui est le petit gibier maintenant, ça, tu peux faire ça en famille, en couple. Des madames, moi j'en connais 2 madames partent ensemble, vont faire le tour des petits gibiers, à pied, en voiture, en 4 roues, avec un chien. Tu sais, tout, il y a beaucoup de réseaux organisés partout. Après ça, tu montes. C'est sûr que quand tu arrives dans des chasses de gros gibier, comme le dindon, le chevreuil, l'orignal, là, ça prend des techniques un peu plus. Hein. Le pister, l'appel, comprendre le territoire. Préparation de territoire. Mais ça, encore là, ça s'est beaucoup démocratisé. Remarque que moi, j'aime pas du tout j'appelle ça les pipis qui puent, là, les urines de tout ce que tu voudras. Là. Moi, j'utilise jamais ça, je m'en sers pas. Parce que je me dis, c'est pas... Je crois pas à ça. Bloc de sel, ça marche plus, le bloc de sel pour l'orignal? Bloc de sel, des pommes, des carottes, des choses comme ça, pour attirer l'animal, manger. Ce que j'aime beaucoup utiliser, moi, c'est... je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça en anglais, ils disent de la jam, là, mais des galons avec des odeurs de bananes, de pommes, ces choses-là, que tu mets sur le sol. Ça va attirer l'animal à venir dans tes choses. Mais tu sais, moi, les odeurs, l'urine de jument, chevaleur, de ce que tu voudras. Et là, les gars, arrêtez ça. Ben, c'est pas pour mettre sur toi, Julien. C'est pour mettre dans le bois. Non, mais même ça. Il y en a qui s'en mettent après le botte pour pas sentir. La seule chose que j'utilise, moi, ça s'appelle l'odeur de terre noire.
ce que je mets après mes bottes, ça sent la terre noire que tu retrouves en forêt. Fait que ça, si tu mets ça après tes bottes puent pas pendant 50 ans, tu peux les rentrer chez vous. Tu passes incognito plus dans le bois. C'est ça, mais les animaux, eux autres, l'odeur de la terre noire, c'est frais. Ils la connaissent, tu sais. Okay, j'ai fait le test. T'es pas intrus, dans le fond, quand j'ai fait le test à Anticosti, sur le bord de la grève. J'en ai mis tout le tour de moi, puis je me suis assis au travers des morceaux d'arbres qui étaient là. Puis écoute, les chevreuils, ils venaient à moi comme on est là tous les deux. Là. Ils venaient à moi directement. À 3-4 pieds, là. 3-4 pieds, puis là, je le disais, là, fais ici. Et mon Dieu, là, ça sautait. Mais il s'en venait, il se méfiait pas. Il me regardait, il s'agit de pas bouger, parce que l'animal, lui, comme ça, qu'il voit, si tu es dans son décor, pour lui, c'est normal que tu sois là. Si tu ne bouges pas, il baisse la tête, tu ne bouges pas. Il va s'en Ce qui m'a marqué, moi, quand je suis allé, j'ai été invité à suivre un de mes amis qui fait de la chasse à l'orignal depuis un bon bout de temps. J'ai dit, mes parents faisaient, je n'ai jamais fait moi personnellement, j'y tiens pas, mais j'aimerais ça participer. Être en arrière, je dis pas un mot. Là, il me regarde, il dit, toi, Gilles, une grand gueule comme tu dis pas un mot, ça va être ton plus gros problème. Mais j'ai été capable. Puis je l'ai suivi. Puis ce qui m'a frappé, c'est que les gars, à un moment donné, tu sais, moi, je suis pas au courant, là, je sais pas comment c'est quoi les techniques. C'est pas parce que ça coûte cher, parce que tout le monde a ça a l'air. Fait qu'à un moment donné, on vient de partir le matin, un petit café du matin, 5h30 du matin. Il dit, on va regarder on va jeter un œil sur nos blocs de sel. Je dis, je vais être assis dans le chalet, moi, là, avec le café. Il sort son cellulaire, il regarde ses caméras. Puis là, j'ai dit, comment ça marche, les caméras? Il dit, regarde, d'abord, ça coûte plus rien, les caméras, c'est comme des caméras de première chose. Il dit, deuxième chose, les caméras, il y a un détecteur de mouvement. Moi, je pensais qu'il fallait que ça marchait 24 heures pendant 2 semaines. Il dit, pas en tout. Quand il arrive quelque chose, fait qu'il dit, tu vas voir. Puis il dit, en accéléré, tu vas le voir. Fait que là, j'ai trouvé ça fascinant. Là, j'ai vu un renard passer devant, parce qu'à la lumière, tu sais, l'infrarouge. Tu sais, toi, tu connais ça. Mais moi, la plupart des gens qui nous entendent, il y en a qui ne savent pas. Mais les gars, donc, puis il y avait des filles, ils se préparent. Puis ils préparent leur chasse eux-mêmes en se disant, OK, ouais, là, récemment, il y a 2 gros bocs qui sont passés. C'est ça, on voit du mouvement, là. On les voit, ces caméras. Tu dis, ah là, c'est actif, là. Ça ouais, c'est ça, ça bouge. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir ça. Ça veut pas dire que tu vas tuer, là. Non, c'est que ça te permet de comprendre le mouvement les déplacements. Ouais. Quand les femelles sont là, quand les mâles viennent, tout ça. Tu sais, ça te permet d'analyser ta chasse. C'est ce que ça te donne. C'est pas une garantie de succès, mais ça t'ouvre la porte à ça. Tu comprends. Je pense qu'il y a quelque chose qui semble, pour les vrais chasseurs, ceux que j'ai vus, à qui j'ai parlé, il y avait comme un élément, une fascination justement à marcher le territoire, comprendre les mouvements. Il y a comme un jeu de stratégie. J'avais comme l'impression que il y avait quelque chose de plus que on s'installe là, on attend, puis on paf. Écoute, c'est simple. Je te dirais, pour que les gens nous comprennent, moi, je dis aujourd'hui qu'un orignal, c'est comme un laitier. Ah oui? Il a sa tournée. Donc, le principal, c'est de rentrer dans le territoire et de trouver où est sa ronde de lait, comme on disait anciennement. Mais tu dis que, dans le fond, tu dis qu'il pile toujours à la même place? Oh, quasiment dans les mêmes sentiers, puis il peut se tasser. Ah oui, je comprends. 25-50. Mais il y a toujours ses coulées, ses bordures de lac, il y a les pointes où il traverse le plan d'eau. Si tu trouves tout ça, ta nourriture, déjà... T'augmentes tes chances. T'augmentes tes chances. Puis aussi, il faut que tu penses. Ce que je dis aux gens, pense comme un orignal. Quand tu arrives à quelque part, tu regardes le terrain, tu te dis, moi, si j'étais un orignal, là, je passerais où? Je ne passerais pas dans le flanc de la montagne qui est en roche comme ça, là. Tu regardes, oh, il y a une coulée, là. Oh. Ou un ancien chemin de bois, mettons. C'est ça, dans un chemin de il se bordera pas. Tu sais, c'est un animal qui ne marchera pas dans le sale, comme on dit en québécois, s'il n'est pas forcé. Il va toujours choisir le chemin le plus facile, à l'aise. Tu sais, souvent, là, les chemins de bûcher, ces choses-là, il aime ça. Fait que, il faut que tu analyses un petit peu, là. Pour ça que tu vas voir avant. Puis c'est pas de tirer dessus, tu regardes. Tu comprends son système de vie. Une fois que tu as compris ça, ta chasse est pas mal sûr que si tu abats pas une bête, tu es pas mal sûr d'en voir une minimum pendant ton séjour. C'est sûr. Au fil, on va finir là-dessus, sur les 50 dernières années, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions sur la chasse, tout ça, mais il me semble que si on est un peu objectif, qu'on regarde ça, les prélèvements par rapport à l'activité sportive, par rapport à l'activité financière, parce que c'est important, je pense qu'il y a un certain équilibre pareil. Je pense pas que tu m'apprendrais, mettons, que dans la région du Bic, il n'y a plus un orignal parce qu'ils ont fait des folies. Je pense que c'est assez pas pire contrôlé. Est-ce que je me trompe? C'est très bien contrôlé. Les plans de gestion qu'on appelle au Québec, chevreuil, orignal, caribou, même tout ce que tu voudras, dindon sauvage, ça permet vraiment de diviser la pression, de contrôler dans les régions, le prélèvement, de guider. Les femelles, les mâles. Et ça, de guider pour pas détruire les populations, mais bien les aider. Puis, tu sais, il y a des gens qui détestent la chasse. Je respecte ça. Non, t'es convaincras pas. Non. Mais la chasse, c'est un mal nécessaire, entre guillemets, parce que ça permet d'équilibrer. Je te dis rencontrer avant de finir, c'est que j'ai connu un biologiste qui a fait un travail à Québec, qui a été reconnu partout aux États-Unis, partout.
2 enclos dans lesquels il a mis des chevreuils d'un côté, non chassés, et dans l'autre enclos, des chevreuils chassés. Ah, c'est intéressant. Au bout de 5 ans, dans l'enclos non chassé, tu avais de la consanguinité, tu avais des animaux malades, tu avais des difformes, toutes sortes d'affaires parce qu'il y avait... Aucun prédateur. Non, aucun prédateur, rien. Dans l'enclos chassé, les bêtes étaient belles, ils étaient en forme, ils étaient en santé. C'était à contrôler le prélèvement. Ça fait que c'est la preuve que quand tu fais un prélèvement intelligent, tu rends service. Parce que la chasse, c'est simple. On est 2, il y a 16 onces de viande en avant de nous 2. Ça nous donne chacun 8 onces de viande. Ça commence à faire un beau morceau de viande. Oui. Comme entrée, c'est bon. bon. On est 4. Ouais. Mais là, on est 4. On tombe à 4 onces. On est 6. On est 8. On est 10. Mais c'est toujours 16 onces. Fait qu'imagine que le dernier là, qui arrive, le 20e qui arrive sur 16 onces, il reste un petit coin de viande, il ne vivra pas gras, puis il va être malade. Puis, ben, c'est le même principe. C'est la capacité de support du milieu. Puis c'est ça avec ça que les gens travaillent. C'est aussi simple que ça. Puis Julien, quand on compare ce qui se faisait, mettons, il y a 50 ans, c'est pas si Dieu. loin. Puis aujourd'hui, autant la pêche que la chasse. On a changé les quotas de pêche, puis la chasse aussi. C'est rendu, tu as le droit à 1 par 2, 3, je sais pas trop c'est quoi les normes, là, mais un permis, tu as le droit de tuer un. Le orignal, c'est minimum. La plus permissive, c'est 1 orignal pour 2 chasseurs. Ça, c'est le plus permissif. Mais avant, moi, quand j'ai commencé, c'était 1 orignal par chasseur. Fait que déjà, c'est une bonne différence. Tu partais à 6 gars, tu as 6 orignaux, puis tu t'en venais avec ça. Puis, tu sais. C'est arrivé, t'as-tu déjà vécu ça, toi? Tout le monde dessus? 4. Nous autres, le classe que j'ai vu, c'est 4. Mais tu sais, à ce moment-là, ça commençait, il n'y avait pas beaucoup de chasseurs. La chasse à l'orignal a augmenté, puis ça, puis là, en augmentant. Mais présentement, il y a le plus haut taux de succès de chasse à l'orignal. C'est ce qu'on vit présentement. Ça n'a jamais été des années. C'est des âges d'or. On est dans l'âge d'or. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'orignaux. Le contrôle des populations, on a multiplié. Tu sais qu'une femelle orignale que tu laisses debout, là, au bout de 5 ans, c'est 60 orignaux. Parce qu'elle, elle quand tu la protèges, maintenant, quand on n'a pas le droit de tuer une femelle. Tu la laisses là. Elle, au bout de 5 ans, elle a produit 60 bêtes parce qu'elle a un petit. Le petit, il y a des petits. Elle a 2 petits, l'autre, les 2 petits. C'est la multiplication de la lignée. Sur 5 ans, c'est bon en baptême? C'est très bon. Il y a un tableau qui existe au ministère qui a été fait par un vieux biologiste qui, je ne sais même pas s'il est encore vivant, Gilles Lamontagne. C'est lui qui avait déterminé ça, puis c'est vrai. Parce que ça fonctionne. Il y a des endroits qui n'avaient plus rien, puis là, ça remontait. La gestion sur les terres du séminaire, on dit qu'il y a beaucoup d'orignaux, d'orignaux. C'est parce que ça a été géré de façon très stricte, avec des coupes forestières, avec des prélèvements contrôlés. Pendant des années, on ne touchait pas aux troupeaux. On aidait. Tu sais, si tu contrôles, aujourd'hui, des orignaux, là, il y a des voyages qu'on va aller, on va en avoir 5-6. Moi, quand j'ai commencé, là, si tu envoyais un, manque-les pas, parce qu'il ne t'envoyait pas. Là. La population a augmenté. Beaucoup. Dernier point, c'est toujours le dernier point, mais en tout cas, en podcast, on n'a pas si pressé. On dit souvent que quand un hiver est doux, comme l'hiver passé, on n'a pas un gros hiver, c'est bon pour la perdrix, c'est bon pour le lièvre. C'est-tu vrai, ça? Très vrai, parce que, surtout le printemps, il ne faut pas oublier une affaire. La perdrix, elle niche au sol. Quand il y a beaucoup de pluie au printemps, puis une saison de neige, souvent, c'est de valeur à dire. Il y a des gens qui n'aimeront pas ce que je vais dire, mais le nid, souvent, va être pris sous la glace et les bébés vont mourir là. OK. Parce à cause de la croûte la croûte de glace, tout ça, tu sais, qui se fait, là. Tu sais, il pleut, puis ça gèle, puis tout ça. Alors, on n'a pas eu ça, là. Tu sais, on a des... Fait qu'au mois de mai, il y en a eu de la perdrix. Il y en a présentement, partout en forêt. Moi, j'en ai vu tout l'été. OK. Cette année, on devrait avoir une excellente année de perdrix. Et le lièvre, lui, c'est un cycle. OK. Ah, c'est des cycles, lui. C'est un cycle qui dure 7 ans. Il monte, puis après 7 ans, pouf, il tombe. C'est un animal qui... C'est bien curieux, ça. Ben, c'est comme le caribou. Le caribou, il monte, le troupeau explose, ça coupe, pouf, ça tombe. N'oubliez pas que le caribou, ce qu'on dit aujourd'hui, il n'y en a plus. Moi, j'étais dans le Nord, j'ai parlé avec des vieux Inuits, puis eux autres m'ont raconté des famines qu'il y a eu parce qu'il n'y avait plus de caribou. Leurs ancêtres étaient pris pour... tu sais, c'est des périodes où il n'y en avait plus, donc eux autres, écoute, mangeaient le bol. Je vais aller plus loin pour te dire ce qu'un vieil Inuit m'a raconté. J'étais sidéré. Il dit, nous autres, nos ancêtres, là, il dit, mettons qu'il arrivait, il y avait une famine parce qu'il n'y avait pas assez de caribou. Il savait que dans l'hiver, il ne pourra pas nourrir tout le monde parce qu'il n'y avait pas assez de caribou. Ouais. Toutes les personnes qui n'étaient pas capables de se nourrir eux-mêmes, quoi là ou non, ils mettaient ça un bloc de glace puis ils poussaient sur l'eau. C'était fini. Ils nettoyaient, entre guillemets. Il n'y avait pas le choix de faire ça. C'était ça. De toute façon, il y en a qui seraient morts. De toute façon, il serait mort. Fait que, tu sais, il dit, moi, mes arrière-grands-parents, c'est ce qui est arrivé. Les deux ont été mis sur un bloc de glace, sont partis au large. Il lui donnait un petit peu de nourriture. Puis, mais quand tu entends ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable d'avoir été obligé de faire ça. Donc, la famine, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis que les bêtes fluctuent. Puis là, le caribou, ce qu'on vit,
C'est ça, là, tout simplement. Là. Il a monté. Écoute, il y avait 1,2 million, 1,3 million. Pouf, ça a tombé. Mais ça, c'était normal. T'es arrivé une maladie, toc, ça a tombé. Les orignaux qui étaient malades avant, on a nettoyé un peu la population par la chasse. Hop, ça s'est arrêté. Tu sais, c'est... Quand il y a une surpopulation, quelle qu'elle soit, on parle de la maladie de la vache folle qu'on a eue dans le bœuf. C'est parce qu'il y avait trop de bêtes ensemble. Les orignaux, c'était pas les tiques? C'était les tiques, mais ça, les tiques, encore une fois, c'est une bête qui vit sur l'orignal en hiver, de son sang. Au printemps, elle tombe au sol pour pondre ses œufs. Si le printemps est froid, comme cette année, la tique, elle meurt, elle pond pas. OK. Si le printemps est chaud, elle tombe au sol, elle pond, elle remonte sur les arbres, sur les feuilles de, je dirais comme ça, des fougères, ces choses-là, et elle se raccroche après un autre orignal qui passe, tout simplement. Passe une bête, elle se raccroche. Elle se développe, il y en a plusieurs. Elle se développe encore à cause du cycle. Mais là, on l'a pas mal contrôlé. Là. C'est ça, il va toujours en avoir. Mais c'est beaucoup diminué, ça. Merci, Julien, d'être passé. Ah, écoute, c'est... Si jamais t'aimes ça, on va refaire ça plus tard. Écoute, moi, je pourrais parler toute la journée et toute la nuit. C'est ma vie. Les anecdotes, ben c'est ça que je vais chercher en toi, les histoires. C'est ma passion. La vie, c'est une histoire. Puis on te voit dans le journal là, une couple de fois par semaine tout le temps. Pour un gars à la retraite, Julien. Ouais, c'est disons que là, je suis très chanceux d'avoir la confiance des gens du Journal de Québec, de Québécois, tout ça, parce que ils m'ont connu, ils me connaissent, ils savent que je fais rien à moitié. C'est pas pour me vanter. Je le fais ou je le fais pas. Moi, je suis comme ça dans ma vie. Dans tout ce que je fais dans ma vie, c'est ça. Si on t'offre quelque chose qui t'intéresse pas, ça va être non. Si tu m'as demandé de venir, je suis venu. Je n'avais pas été capable, j'aurais dit non, Gilles, je peux pas. Je t'ai dit, je viens, je suis ici, ça me fait plaisir. Si tu me rappelles, tu te dis, veux-tu revenir? Si je peux, je te dis oui. Si tu peux pas, tu vas dire plus tard. Non, plus tard. C'est ça, mais tu sais, je pense que c'est comme ça. Puis je livre toujours le meilleur de moi-même. Puis dans mes articles, avant de finir, ce que je dirais aux gens, ce que je raconte, c'est ce que j'ai vécu. Parce que je veux que les gens se reconnaissent. Et moi, quand j'arrive en quelque part, n'importe où, la première chose que je dis, je veux pas de faveur. Je veux vivre l'excursion que le lecteur qui va me lire va vivre s'il vient ici. Pour être capable de dire exactement ce qu'ils vont. Je veux pas de favoritisme. Ben là, on va l'envoyer pêcher là, c'est des journalistes. Non. Ça marche pas avec ça. Je marche pas là-dedans. Puis les gens, ils savent, j'ai eu des discussions assez animées dans certains cas, je te le jure. Merci beaucoup. Ben écoute, je veux juste te dire que je fais un vœu sur ma mini bucket list et j'aimerais ça un jour aller à la pêche avec toi. Ouais. Puis si ça donne, ça donnera. Puis en même temps, comme je vais dire la même chose que tu viens de dire, pas de faveur, je vais payer mes affaires, je suis capable. Mais ce que j'aimerais vivre, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu, donc aller plus vers le nord. Je suis allé, j'ai eu des mauvaises expériences avec mon père. Il voulait un jour, je pense à mon père Antoine, mais qui est plus avec nous depuis longtemps, mais il avait dit on va s'organiser, on a pris Air Saguenay, on est allé dans le Grand Nord, puis ça a été patate. Peut-être qu'on était pas bon, mais évidemment, ça n'avait pas marché. Puis on a eu une mauvaise expérience, puis j'ai réessayé une deuxième fois. J'étais allé au Triton, ça a été une catastrophe aussi, vraiment. Puis on nous avait vendu ça comme la plus grande invention depuis le pain tranché. Puis je veux pas parler contre eux, mais ça a été vraiment... tu sais, j'ai eu 2 expériences, je mens pas, là, puis ça n'a pas été bien. Fait que j'aimerais ça à un moment donné. J'ai parlé à des amis des Premières Nations, parce que j'ai vécu longtemps à Loretteville, près de Wendake, puis ils m'ont dit, non, attends un peu, là, il y a des pêches dans le nord qui se font au bas des rivières, là, t'as pas idée le plaisir que tu peux avoir à pêcher des poissons de 20-25 pouces qui vont te donner du fil à retordre. Je vais te raconter pour te répondre à ta question. Je me souviens très bien, j'étais à Cagnac-Pisco, au camp 6, j'avais un autochtone comme guide, il dit, tu veux-tu prendre des belles truites? Je lui ai dit oui. Ben oui. Je suis là pour ça. Il dit, ça va être dur. Pourquoi? Parce que là, il fallait traîner le bateau, en tout cas. Portage épouvantable. On est parti à 6 h le matin, on a commencé à pêcher à 11 h. Hey! 2 lancers à la mouche. Le deuxième lancé, j'ai pris une mouchetée de 6 livres et demi. Aïe aïe! C'est une des belles pêches à vie, là? Là, je me suis assis sur une roche. L'Indien, il dit, tu pêches plus? J'ai dit, attends un peu, là, regarde, là, on rêve d'une vie. J'ai pris 3 autres truites, puis j'ai arrêté de pêcher toutes. 5 livres, 7 livres, 6 livres, tu sais, tous les monstres qui existent dans ces rivières-là. Je me suis assis, puis j'ai dit, c'est assez, là. J'ai remercié le ciel d'être là, parce que moi, je suis croyant. Puis j'ai remercié le bon Dieu de m'avoir permis de vivre ça, tu sais. Puis j'ai été au Labrador, ça arrivait à Nain, au Labrador, ça arrivait à Cougalouk, avec ma femme Claire. Puis écoute, on marchait dans la rivière, puis les chars de 10 livres te frappent à paix jambes, tu sais. C'est un autre monde, Ben c'est ça, j'espère vivre un moment donné. Ça donne. Mais comme je te dis, je dois faire comme toi tu le fais, c'est-à-dire pas de conditions spéciales. Faut être indépendant là-dessus. Oui. Ça, je partage ton idée. Oui. Puis ma réputation est faite comme ça dans le milieu. Je ne suis pas achetable, puis je ne suis pas... Pas de concession. C'est ça qu'on fait, puis c'est la vérité. Merci, Julien Cabada. On va te lire dans le Journal de Québec. Salut.